70 ans de carrière. Bonjour Marcel Amont. Ça ne vous rajeunit pas? Ah ben non, pas du tout, mais ça me rappelle aussi plein de souvenirs et des bons souvenirs. Parce que vous êtes l'incarnation de la joie, du bonheur sur scène, des chansons qui donnent envie d'être heureux. Vous avez bien dit sur scène, oui. Et je dois dire, si je veux faire déjà d'emblée un petit commentaire, je pense que c'est très difficile de faire rire les braves gens ou les faire sourire, même quand on ne va pas bien soi-même. Ah Oui, oui. Ah oui. Parce que c'était votre vocation. Exactement, parce qu'il peut arriver que ça me soit reproché en passant comme ça, mais il faut... Moi, quand je voyais Brel, j'étais en admiration devant lui, mais ça me prenait tellement aux tripes, c'était bouleversant. Moi, j'ai jamais eu d'autre ambition que d'être un amuseur. Voilà. C'est donc deux choses complètement différentes. On entrait, lui, comme moi et quelques autres, dans le théâtre, par l'entrée des artistes. Mais tout en faisant la même chose, on n'avait pas le même emploi. Oui, oui, mais quelle carrière. On va voir d'ailleurs des images sur scène. Aujourd'hui, vous venez sur scène et puis, comme ça, vous racontez les souvenirs. Vous partagez ça avec le public, Marcel. Mais en 70 ans, j'ai eu le temps d'en avoir accumulé quelques-uns, n'est-ce pas? Oui, regardez sur scène, Marcel Amont. On est encore là demain matin. Le monsieur qui volait, souvent il m'appelait quand j'étais enfant. Mais c'est pas un métier, ça. Le fils du voisin aussi, il chante, on n'entend que lui à la chorale. Tandis que lui, monsieur, il se figure comme ça, qu'en faisant cuit sur 4 planches, qu'il va se faire une retraite. Comédien intermittent. Voilà, et vous racontez tout ça. Une retraite, c'était mon père. Mais mon père et ma mère étaient des petits paysans de la vallée d'Aspe, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et bon, il y a eu ce fameux exode de l'entre-deux-guerres. La terre nourrissait trop mal ces gens. Ils sont venus, ils ont grossi le flot des immigrés de l'intérieur, de ces gens qui venaient en ville. Bon. Et mon père, quand il est entré dans les chemins de fer, et quand je lui ai raconté que je ne voulais pas continuer, que je ne serais pas instituteur, il n'en revenait pas. L'instituteur était infiniment respecté, et au moins c'est un fonctionnaire, il avait sa paye à la fin du mois, et il avait une retraite. Et alors, il pensait que j'étais fou. Et quand je lui ai dit que j'allais chanter, mais tout le monde chante. Et toi, et alors là, c'était rédhibitoire. Tu n'auras pas de retraite. Oh là là, l'abomination des abominations. Et aujourd'hui, à 93 ans, vous démentez, hein. Vous n'êtes jamais à la retraite. Jamais à la retraite, hein. Ben, c'est-à-dire... je vais proférer des banalités, là. Mais enfin... Quand on a eu un emploi toute sa vie qui vous a comblé, qui a dépassé vos espérances les plus folles, pourquoi changer? Et puis attendez, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Je serais bien embêté d'avoir un autre emploi. Oui. Vous avez l'âge de Jacques Brel. Eh oui, pauvre Jacques. Oui. Vous avez l'âge de Nougaro. Oui, et d'ailleurs, la chanson, le monsieur qui volait, on l'avait faite ensemble avec Claude, qui était inconnu. Quand il m'a dit, j'ai chanté 10 chansons de Nougaro. Et un jour, il me dit, je vais essayer de me lancer sur scène. J'ai dit, ben vas-y, je l'ai encouragé, mais j'y croyais pas. Et il a cassé la baraque assez vite. Oui, Brel, vous aviez des longues conversations avec lui. Il vous a dit un jour, moi, le bonheur, ça m'intéresse pas. Oui, c'était incroyable, non? Il était habité, mais bon, regardez, Brel qui chante Amsterdam, si c'est pas lui qui met 350 000 volts, c'est une chanson intéressante, mais enfin, sans plus, il mettait la salle debout. Mais il cherchait son but, son but n'était pas de distraire les gens, c'était de les toucher, de les émouvoir. Oui, mais il vomissait avant d'aller sur scène, il avait peur du public. Vous l'avez vu, ça? Oui, mais ça, moi aussi. Hein. Je ne vomissais pas, mais on en avait tous la trouille. Vous savez, c'est gonflé, quand même. Vous êtes combien, là? 3000. Bon, ben pendant 1 heure, vous allez m'écouter boucler, là. Non, mais j'ai culotté, quand même, de faire ça. Eh bien, quand on est un peu conscient, qu'on n'est pas complètement... comment dire, qu'on réfléchit un peu, c'est pas très raisonnable de faire ça. Oui, mais là, sur scène, il y a un lien avec le public. On va vous revoir comme ça en ce moment sur scène. C'est Marcel qui raconte Amont, quoi, en gros. C'est en quelque sorte ça, mais j'avais surtout
un côté sportif, visuel. Moi, le gars à qui je me référais en permanence, c'était Yves Montand. Regardez, on en parlait tout à l'heure hors antenne. La première fois, parce que tous ces gens qu'on aimait bien à Bordeaux, on les entendait au poste de radio, mais on les avait pas vus. Et un jour, quand même, je me fais un promenoir à l'Alhambra de Bordeaux, et je vois ce type, en 3 minutes, il vous chante l'histoire d'un petit gars qui se châtaigne dans le Nord, là-bas, au pied des Corons, qui devient champion d'Europe, et qui en a pris tellement plein la gueule qu'il finit aveugle. Jo, Ouais. il voyait tout ça en 3 minutes. Mais vous êtes capable aussi de ça. Regardez, Marcel, regardez quelques images. Passer le temps. Vive la mariée. Attention. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb et dans Oui, mais C'est ça le bonheur, Marcel, ça, c'est de faire facile. chanter la Ça, salle. c'est facile, je bats la mesure. Tandis que l'amour en mer, je fais le type qui a le mal de mer et où je suis fixé au sol par un dispositif assez acrobatique à mettre en coulisses en 30 secondes. Ouais. C'est... Non mais chapeau, parce que je crois que c'est Henri Salvador qui a dit de vous, Marcel Amont, vous êtes un metteur en scène de chansons. Vous voulez pas le répéter, ça? Un metteur en scène de chansons. Ben, oui, si je peux revendiquer une qualité, oui, c'est ça, oui. Enfin, c'est ce que j'ai essayé. Ça m'a permis d'entreprendre quand même une carrière internationale. Ah bah oui. J'ai enregistré dans 7 langues. Je ne les parle pas toutes, il s'en faut. Mais j'arrive à me faire comprendre en italien, en anglais un peu. Je chante en japonais, je chante en flamand. Bon, je vais pas vous faire étalage Ouais. On va entendre des chansons justement. Tiens, voilà, on venait d'entendre quelques instants L'amour, ça fait passer le temps. Tenez à votre santé. À la vôtre, c'est du café, hein, Marcel. Alors, quand on chante cette chanson, eh ben, sur scène, vous faites quoi? Vous faites le mime? Ben, Ouais. tout le monde veut chanter cette chanson parce qu'elle est très bien écrite. C'est pas moi qui l'ai faite. C'est Thomas Riva et Roland Vincent. Mais ça m'a plu tout de suite. Mais le rythme est fabriqué de telle façon que ça m'a donné tout de suite envie de faire la marionnette. Ouais. C'est devenu Ouais. une chanson. Alors, faut l'imaginer, écoutez. Heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. J'avais des boules. Et donc là, sur scène, vous inventez une sorte de chorégraphie. Vous jouez avec votre corps. J'avais vu les chœurs de l'Armée Rouge, j'avais vu des danseurs faire une espèce de marche comme ça, où ils avaient l'air d'une marionnette. Alors je l'ai plaqué sur cette chanson. Ouais. Alors d'autres chansons, on va entendre. Tiens, bleu, blanc, blond. Oui. Ça, c'est de la chanson populaire. Bleu, Voilà. le ciel de Provence. Hein? Ah, mais je revendique, pas seulement sur scène, je revendique par moment d'avoir été un chanteur populaire, c'est certain, bien sûr. Mais vous savez, Joe Dassin, en quelques années, il a eu plus de tubes que moi en 70 ans. C'est pas le même, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait le même métier, mais on est là pour distraire des gens. Oui. Soit en provoquant de l'émotion, les deux, le rire. La joie. Regardez, écoutez, le musical. Ça, c'est un mot que vous aimez. Écoutez cette Oui, chanson. oui. Bleu, bleu comme un ciel immense. Et nous partons tous les deux. Moi, je disais le musical. Oui, c'est un joli mot. On dit vous êtes le dernier représentant du musical international, et en tous les cas en France. Ben, c'est-à-dire, c'était le prolongement, le musical, quand il a commencé à acquérir quelques lettres de noblesse, c'était la suite logique du café-concert. Le café-concert du début du siècle, pas de celui-ci, du précédent, et fin du 19e siècle. Vous savez, les gens dansaient, mimaient, trouvaient écrivaient ou sollicitaient des auteurs dont c'était le métier, des situations où il se faisait habiller sur mesure, voilà. Ouais. Et vous écriviez les chansons dans votre famille. Tout le monde écrivait sur des carnets les chansons. Tout le monde chantait finalement. Ah oui, mais attendez, il n'y avait pas de télé. La radio n'est arrivée que bien plus tard, dans les années 30.
Et avant, les gens chantaient, mais bien sûr que les gens chantaient, dansaient, faisaient de la poésie avec plus ou moins de talent, mais c'était bien inscrit dans le peuple. Les gens dans la rue chantaient. À la maison, et y compris la mienne, il y avait des cahiers de chansons. On la recopiait. Oh, les jolies, dis-la moi, dis-la moi. Il y avait les chanteurs des rues. Il y avait les gens. C'est aujourd'hui dimanche. À votre bon cœur, messieurs, dames. Merci beaucoup. Viens, ma jolie. Les chanteurs des rues et le grand luxe, les chanteurs des rues distribuaient le petit format, c'est-à-dire paroles et musique imprimées par l'éditeur et qui était à la disposition des chanteurs des rues. Oui. Mais là, j'ai l'air de vous parler de la guerre de 100 ans. Là. Oui, vous allez entendre une autre chanson qui va nous rappeler quelqu'un que vous avez tellement aimé. Bobino, évidemment, vous allez triompher, Marcel, à Bobino. Et il y a quelqu'un qui va associer son nom à Bobino, c'est Georges Brassens. Brassens. Racontez-moi votre Brassens, Marcel. Vous savez, il y aurait tellement à dire. Si je voulais résumer, faire le résumé du résumé, bon, le poète qu'il était indiscutablement est une chose, mais moi j'ai eu le privilège de le fréquenter comme homme. J'ai eu la chance qu'il soit mon ami. Il venait chez moi, il adorait ma mère. Il venait de temps en temps manger à la maison. Je l'avais connu dans un cabaret. Vous voulez que je vous raconte la vie de Brassens? Oui. Allez, on se donne quelques... C'est trop bien. Allez-y, Marcel. Bon, mais Brassens, il avait eu... Oui. Encore une fois, je ne vais pas raconter sa vie, mais il était venu à Paris, il avait eu des petits problèmes à Sète, il était venu à Paris, et il a toujours voulu écrire des poèmes. Il écrivait des poèmes. Il était très fort. C'est une bibliothèque ambulante. D'ailleurs, petite parenthèse, je lui ai dit un jour... Où est-ce que tu te situes dans la gamme des poètes français? Il m'avait dit, oh, je ne suis pas, en tirant sur sa pipe, je ne suis pas un grand poète, un petit temps, pas un tout petit non plus. Écoutez celle-là, Le chapeau de Mireille, c'est vous qui chantez et ce sont les mots de Brassens parce que c'est une chanson qu'il vous a offerte. Écoutez. Il m'épargne la gifle aussi dessus mon toit, il y avait qu'une girouette, il y en a maintenant 3. Et quand avec Mireille, dans le fossé, on s'est enlacé à l'ombre d'une treille, quel est le bon vent qui nous a poussés. On a tellement envie de chanter avec vous. C'est une chanson, c'est rare que Brassens offre une chanson à quelqu'un. Je ne vous ai pas fini tout à l'heure. Il n'avait pas la vocation de monter sur une scène, de se montrer. Moi, j'ai toujours recherché à me donner en spectacle, et pourquoi pas. C'est pas l'illustration dans la modestie même, mais bon, moi j'ai toujours eu envie de faire le pitre. Bon, ça je l'ai déjà dit. Brassens, c'était pas son truc. Et puis il s'est trouvé qu'un jour, quand même, il a bien fallu qu'il aille, puisqu'il avait quitté Sète pour habiter Paris, il a bien fallu, s'il a voulu manger et apporter un petit peu son écho, il a fallu à Jeanne et son mari, il a bien fallu qu'il aille bosser. Et il n'avait pas de diplôme, puisqu'il s'est fait foutre à la porte du lycée quand il n'était pas encore Oui, mais c'était un type extraordinaire. Et alors, donc, les circonstances ont voulu qu'il aille travailler. Et il était ami avec, là aussi, je vais vous faire grâce des détails, avec Grélo. Il a dit, mais va chanter. Il a auditionné chez Patachou. Il a été pris très vite, tellement c'était nouveau, c'était étrange, c'était qui dit des gros mots et des poèmes magnifiques, bon, et qui dit des choses qui n'étaient pas forcément dans l'air du temps. Bon, évidemment, moi je l'ai connu, pas chez Patachou, mais il y avait quelques mois seulement qu'il y avait fait ses débuts, à la Villa d'Est, qui était un cabaret des Champs-Élysées, où, ma foi, les noctambules qui venaient n'étaient pas forcément à l'écoute d'un poète. Et alors, ça l'enquiquinait. Mais enfin, il avait son cachet à la fin de la représentation. Et dans les coulisses, on a sympathisé et on est restés amis jusqu'au bout. Oui, amis jusqu'au bout aussi avec Aznavour. Aznavour, je voudrais que vous me parliez, Marcel, d'Aznavour. Je voulais juste vous dire un tout petit truc. Effectivement, le chapeau de Mireille, au bout de quelques années que nous nous connaissions, c'est un cadeau qu'il a fait. Et, ce qui est encore mieux, cette chanson, il l'a destinée à son répertoire. Et il m'a dit un jour, c'était pas du genre à poser sa grosse paluche sur votre épaule en vous disant tu es mon copain, etc. Non, il passait aux actes. J'avais quelques difficultés personnelles à l'époque, familiales,
Et il m'a dit, elle te plaît? Mais bien sûr, j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'il allait m'en faire. Il m'a dit, ben voilà, je te la donne. Et il ne l'a jamais chantée en public. Quelle élégance! Ouais. Quelle élégance! Écoutez cette chanson-là, elle va nous rappeler un autre chanteur, Marcel, qui chante. Vamos a cantar la canción del mexicano. Con il sombrero, un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. On n'imagine pas que c'est Charles Aznavour qui vous offre cette chanson. Charles a fait la musique et je suis content que vous me tendiez cette perche parce que très souvent, si on écoute bien, même les chansons fantaisistes sont assez souvent très bien écrites. Le gars qui a écrit les paroles du Mexicain, Jacques Plante, c'est le même qui a écrit Ouais. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 La Bohème. ans... La Bohème. Mais Serge Gainsbourg a écrit la Javanaise. La javanaise, mais il a écrit aussi la Micaouette. Oui. Bon. Donc, vous savez, il faut souvent bien regarder les chansons, même les plus rigolotes, même celles qui visent à distraire, sont souvent très bien Oui, écrites. On oui. y prête attention. Alors là, c'est donc la musique de Charles Aznavour qui va enregistrer pour la dernière fois avant de nous quitter, hélas, en duo avec vous. Incroyable destin. Quand je suis arrivé de Bordeaux en 1950, avec autant dire mes sabots pleins de paille, j'ai atterri parce que j'ai essayé de trouver... J'écrivais quelques chansons, mais j'ai essayé de me constituer un répertoire. Et aux éditions Raoul Breton, celui qui avait révélé Charles Trenet, on peut parler d'un titre de gloire, ça n'est pas un peu rigolé. Bon. Et Charles Aznavour, qui était mal accueilli à l'époque par le public, écrivait, il habillait tout le monde. Il était Constantine, Édith Piaf, tout ça. Et moi, j'ai chanté 10 chansons d'Aznavour, parmi lesquelles des chansons, c'était pas encore l'époque du Mexicain, des chansons fantaisistes comment vous dire ça? Oui, dernièrement, il n'y a pas tellement longtemps, il me semble qu'il y a une éternité, mais c'était hier, autant dire. J'ai fait un disque où je chante en duo avec des chanteurs que j'aime bien. Alors, il y a François Morel, il y a Charles Aznavour, bien sûr, Alain Souchon, Maxime Le Forestier et tant d'autres. Et je me doutais pas, qu'en chantant le Mexicain avec moi au studio, pas loin d'ici, je me doutais pas que c'était la dernière fois qu'il entrait dans un studio pour enregistrer. Et chaque fois, ça me fend le cœur. Ouais. Ça me fend le cœur. On va entendre une autre chanson, encore, signée avec Charles Aznavour. Et quelle chanson! C'est Moi, le clown. Vous allez nous parler de la chorégraphie sur cette chanson. Sous Écoutez. tous les cieux en toute saison, quand s'allument les premiers néons, je vais retrouver mon grand patron, le cirque. Moi, un tel, perdu dans le flot des passants, qui va vers lui, je sens mon sang, qui se réveille en le voyant, le cirque. Incroyable chorégraphie sur scène. Faut vous avoir vu sur scène, vous Je ne peux plus le transformer. faire, parce que dans cette chanson, c'était du striptease de haut vol. Je m'habillais en clown, et avant la fin de la chanson, je me redéshabillais en clown en faisant des pas de danse. Ah oui. Ouais. Ben c'est fini ça, mon cher. Vous sautiez de chaise en chaise sur scène, hein? Oui. Ah, ben, les gens vont dire, mais pour un chanteur sauter de chaise en chaise, on s'en fout. Ben non. Oui. Mais quand on parle de cette chanson, Moi, le clown merveilleuse, elle est extraordinaire. Raconte-moi un tel. C'est finalement toute la vie de celui qui veut, comme ça, conquérir la lumière. C'est moi, je me voyais déjà, comme disait Aznavour. Mais j'ai dit tout à l'heure, mon but premier n'était pas de faire œuvre poétique, mais je donnais quand même essentiellement à ce que mes chansons soient bien écrites. Quand même, papa et maman, qui étaient des petits paysans, je l'ai déjà dit, qui n'avaient pas pu aller à l'école autant qu'ils voulaient, ils m'ont fait quand même ce cadeau merveilleux de faire mes humanités, comme on disait à l'époque. Et je pouvais juger de la qualité d'un texte. Et quand même pour écrire, pour chanter le clown ou chanter le Mexicain, je préfère et je préfère toujours que ce soit quand même bien écrit. Ouais, et ça l'est. Écoutez encore un peu. Je vois briller toutes ces étoiles dans les yeux des petits enfants. Moi, le clown,
suis celui qui peut devenir le plus beau de leurs souvenirs, un demi-dieu sur son navire, le cirque. Je suis celui qui peut devenir un demi-dieu sur son navire, les étoiles dans les yeux des enfants. Ça, c'est presque autobiographique, Marcel. Oh, n'exagérons pas. Vous savez, je ne veux pas vous dire qu'il y a des chanteurs qui ne fondent leur présence que par la qualité des textes. Et c'est très louable, c'est très bien. Vous savez, il y en a des tas. Je ne veux pas vous les citer, je ne suis pas là pour faire la propagande de mes copains. Si, je pourrais. Mais enfin, ce n'était pas mon but premier. Je me répète beaucoup, mais enfin, ça, c'est l'âge. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'un jour, quand vous montez à Paris, je crois que c'est en 1957... Non, 50. En 50, mais en 57, le triomphe. C'est ça, le triomphe avec Édith Piaf. Sur scène, vous êtes le numéro 2 de l'affiche. Ben oui, en beaucoup plus petit. Non, Oui. mais Piaf, à l'époque, j'ai eu beaucoup de chance parce que Cocatrix, qui régnait sur son Olympia, pendant 1 ou 2 ans, on lui parlait de moi, on disait mais non, c'est une vedette, c'est un artiste de cabaret, ça marchera pas au music hall. Et finalement, en supplément au programme, c'était une rubrique qu'il avait été inventée, et il donnait sa chance à un débutant. Cocatrix, bon, il y a un artiste qui lui fait défaut, et au tout dernier moment, on dit, essayez le petit Hamon, puisque déjà, ça fait 1 ou 2 ans qu'il aurait... Allons-y. Et j'avais quand même beaucoup de métiers, puis ça faisait 6 ans que j'étais à Paris, 1956. Hein. Et je casse la baraque, parce que, mais d'où il sort celui-là qui saute par-dessus les chaises? Ouais. Regardez, une photo de... D'où il sort celui-là? Et Paul Carrière, dans le Figaro, écrivait, et à l'Olympia, Édith Piaf et Marcel Amont. Or, Édith Piaf était la madone des 7 douleurs. Cerdan venait de se fracasser sur une montagne aux Açores au retour du championnat à New York. Et c'était la souffrance et le talent. Et moi, je regardais ça tous les soirs. Et du jour au lendemain, je suis devenu la révélation de l'année. Ce que je ne serai plus jamais. Elle était comment, Édith? Avec un jeune qui débutait. Elle planait là-haut, elle aimait bien les jeunes, mais j'ai pas eu les honneurs de communiquer. Non, mais en revanche, tous les soirs, je la regardais en coulisses et je prenais une de ses leçons de music hall, de chansons tragiques. C'était inoubliable. Mirlitontaine et chansons oubliées. Là, voilà, pour la première fois, vous devenez même dessinateur. Manquez plus que ça. Ça m'a amusé parce qu'il y a un jeune homme qui est très calé, qui s'appelle Mathias Vincenot. Oui. Il est agrégé de lettres, tout ça. Il m'a demandé de venir lire quelques textes de chansons en Sorbonne. Ce que j'ai fait, et ça lui a plu. Il m'a dit, si tu as quelques textes de chansons oubliés, ou si tu arrives à écrire des poèmes en dehors de la chanson, je suis preneur. J'ai donc fouillé dans 1 mètre cube d'archives chez moi, ouais. Et j'ai trouvé, parce que de temps en temps, comme ça dans un coin, en attendant, dans les coulisses ou en voyage, j'écris des petits poèmes qui ne sont pas destinés à être chantés. Alors j'ai rassemblé ces poèmes, plus quelques chansons qui n'ont pas eu un gros succès de scène, hein. Oui, mais je répète, ils ne sont pas devenus des tubes, comme disait le cher Boris Vian. Bon. Et ça lui a plu, ça a été édité. Et les voilà. Et alors, chose que je n'avais jamais faite, je me prends surtout pas pour un dessinateur, fût-ce humoristique. Pour moi, le roi, c'est Saint-Pé. Alors, je suis à des années-lumière. J'aime beaucoup dire des années-lumière, vous avez remarqué? Bon, je suis loin du talent de ces gens-là, mais c'est un petit bouquin qui a un certain succès, parce que c'est vrai, je ne me connaissais pas, ce talent d'illustrateur. Vous parliez de Boris Vian. Vous avez connu tout le monde, vous. Oui. Incroyable. J'ai été le premier à chanter, indépendamment de lui, la chanson des bombes atomiques. Mon père, en fameux bricoleur, faisait un amateur de bombes atomiques. J'ai été le premier à le chanter, mais je n'enregistrais toujours pas de disque. Et entre-temps, ça a plu au comédien merveilleux qui était Serge Reggiani. Il l'a enregistré avant moi. Mais vous voyez, je viens de rétablir une vérité historique, monsieur. Et Souchon vous admire. Ah. Cabrel vous admire. Oui. Cette génération-là vous admire. J'aime beaucoup ces gens-là, et je dois dire qu'en ce qui concerne Souchon, je crois,
en matière de chansons, c'est pas facile. Je crois qu'il a créé un style. Cabrel, Julien Clerc, tout ça sont des gens pleins de talent dans lesquels je tire mon chapeau. Mais il se trouve que Souchon a inventé un style. Il avait écrit pour moi une chanson qui fait « Pour que tu t'en ailles pas dans le disco d'en bas, je vais te faire valser chez moi. Viennois, viennois, c'est comme, tiens, du blues autrichien. Viennois, c'est comme du blues autrichien. » Il n'y a que lui pour trouver des trucs comme ça. Vous avez fait un disque de jazz chez Dreyfus, Oui. avec Belly Lagraine, avec des musiciens absolument extraordinaires, toujours plein de livres, plein de bouquins. Là, en voici un, Les coulisses de ma vie, écrit avec, tiens, un inconnu pour vous, Mathias Miramon. Ça Mais vous c'est dit mon peut-être quelque fiston, chose, oui. c'est mon voilà. fiston, Ce qui oui. révèle que vous vous appelez Miramon, monsieur Hamon. Je m'appelle Miramon. Oui. Miramon, regarde la montagne. Balthazar. Je m'appelle Marcel Jean-Pierre Balthazar. Vous savez, dans les familles, il était d'usage de donner le nom des grands-pères. Alors, mon parrain m'a appelé Marcel. D'où il sortait ce Marcel? Il n'y en avait pas dans la famille. Mais après, on a mes deux grands-pères, Jean-Pierre et Balthazar. Vous savez tout maintenant. Interrogation écrite tout de suite après. Et ce livre est sous-titré « 90 ans à apprendre à vivre ». Alors maintenant, on va dire 92 ans. Et en oui. fait, vous avez passé votre vie à apprendre à vivre. Et au fond, et vous le racontez d'ailleurs dans ce livre, la scène, le public, Oui, oui. c'est quelque chose qui vous a apporté une joie. Oui, quoi qu'on fasse, on peut être un cultivateur malheureux, on peut être un instituteur malheureux. Quelle que soit la profession que vous avez choisie, si vous l'avez choisie, vous pouvez la faire avec bonheur. Vous pouvez la faire. La pire des choses, d'ailleurs ça se dit en argot, je vais au travail, je vais au chagrin. Ben, si vous allez au chagrin, vous pouvez qu'être très malheureux. J'imagine un peu ce que peut être la vie d'une personne qui vise des boulots, les temps modernes, Charlie Chaplin. Si on va au boulot en traînant les pieds, en disant il faut aller gagner ça comme autre, hein. Mais on peut faire des tas de métiers. J'en connais des gens qui s'épanouissent dans leur profession. Et des chansons qu'on va dire quoi? Des chansons légères, des chansons fantaisistes. Voilà. Oui. Et ça c'est quelque chose que vous revendiquez, Marcel Hamon. Je le revendique, un peu trop, parce que très souvent, oui, il faudrait la chanson engagée. Il n'y a rien de plus difficile au monde que communiquer des messages, de faire parvenir quelque chose d'important aux gens. Mais il faut un sacré talent pour ça. Imaginez Brassens, par exemple, qui revendiquait en chanson l'abolition de la peine de mort. Moi, je ne sais pas faire ça. Je sais chanter un mexicain basané où l'amour, ça fait passer le temps. Mais bon, encore une fois, je ne sais pas si je tique sur le mot revendiquer. J'ai pas besoin de le crier fort sur les toits. J'ai qu'à monter sur une scène et montrer ce que je sais faire. Bon. Oui, mais c'est du boulot de distraire. Mais oui. Faut apprendre. Oui. Faut savoir jongler sur scène, il faut savoir monter sur un fil, il faut savoir faire tout ce que vous avez fait. Pas forcément, Oui. mais encore une fois, il faut être... Voilà. Il y a des chanteurs, il y a des athlètes qui lancent le poids, il y en a d'autres qui sautent en hauteur, il y en a qui font le 110 mètres et il y en a qui font le décathlon. Ils font un peu de tout, ils n'ont pas des temps internationaux dans chaque discipline, mais voilà, ça se compte par points, ils savent faire un peu de tout. Eh ben, imaginons que c'est pas la définition, mais l'une façon de voir le métier d'amuseur. Amuseur. Ça vous va, ça? Ouais. Vous dites, tiens, Marcel Hamon, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a amusé les autres. Ben oui, parce qu'encore une fois, je reviens là-dessus, il faudrait chaque fois délivrer des messages pour ceux qui ont le talent de le faire. Si c'est pour faire du prêchi-prêcha, moi, je sais pas. En tout cas. Oui, mais amuser, c'est une tâche noble. Mais voilà, ça Très. peut l'être. Ça peut l'être. Mais cela dit, n'allez pas imaginer, après ces propos, que je bave sur les chanteurs engagés. Il y en a qui remettent le monde en question. Et c'est formidable quand ils le font. Regardez le Nobel. Le Nobel a été donné à Bob Dylan, quand même, à un chanteur. Seulement, ce que chante Bob Dylan, je me suis fait traduire tout ça. C'est universel et ça vole très haut. Oui. Ça, je sais pas. Oui, mais l'année où vous avez eu le Grand Prix du disque, la même année, c'était Gainsbourg, Juliette Gréco et Marcel Hamon. Les 3 Grands Prix du disque. Oui. On va entendre encore une chanson pour se quitter. Tiens, vous avez toujours été un bienheureux, Marcel. Bienheureux, oui. Oui, oui.
je me suis efforcé de ne pas trop pleurnicher. Le public vous a donné aussi cet amour. Ben, on en a parlé pendant bien longtemps. Et merci au public de m'avoir tenu la tête hors de l'eau, même quand ça n'allait pas très bien dans ma vie. Marcel Amont était avec nous, en toute confidence. Benjamin le Bienheureux pour se quitter. Merci, Marcel Amont.